Bonjour et bienvenue pour cette table ronde des mercredis de la Supply Chain, organisée en direct depuis le plateau télé de Supply Chain Village, donc sur la thématique optimiser le transport avec un TMS. Alors j'ai le plaisir à vous accueillir aujourd'hui, à vous y retrouver tout au long de l'année, en alternance avec Jean-Philippe Guillaume, comme j'ai pu le faire depuis 2018 avec le Débathlon. Voilà. Les TMS, Transport Management System, au cours des dernières décennies, les TMS se sont imposés comme des outils indispensables dans les entreprises pour la gestion et l'optimisation du transport de marchandises. Mais derrière cet acronyme, il se cache de multiples réalités. Donc, nous allons accueillir 3 intervenants, j'excuserai le 4e dans quelques instants, pour nous en parler, pour répondre à un certain nombre de questions que je vais leur poser, que vous allez leur poser. Donc vous pourrez, dès maintenant d'ailleurs, toute la durée de cette table ronde, poser vos questions à Hervé, qui se tient en régie. Donc vous êtes nombreux à nous rejoindre ce matin, n'hésitez pas. Merci, à tout à l'heure. Donc j'accueille Isabelle Badoc, fonction directeur marketing produit chez Generix. Bienvenue Isabelle, vous allez nous présenter à l'entreprise. Walter Lenarduzzi, vice-président Sales TMS Solutions chez Alpega Group. Et Jean-Christophe Cuvelier, CEO et fondateur de MyTower. Alors, quelques mots que vous allez pouvoir nous indiquer sur les activités de votre société, Isabelle. Oui. Generix Group. Eh ben, bonjour le Jean, TMS. Bonjour à tous. Oui, Generix Group, c'est une société qui est spécialisée dans la supply chain exécution, et qui a une autre activité aussi sur l'échange de données informatisées. Et dans le cadre de la supply chain exécution, on propose des solutions de gestion des entrepôts, du transport, de la cour, des approvisionnements également, et puis une plateforme de visibilité pour un peu coordonner, synchroniser et faire sauter les silos qu'on a souvent l'habitude de voir entre logistique et transport. Voilà. Merci. Walter. Eh bien, bonjour à tous. Donc Alpega est une société franco-belgo-autrichienne. On existe depuis un peu plus de 20 ans. On est dans le domaine du SaaS. Un peu plus de 550 personnes. Alpega, c'est aussi, quand on parle transport, une plateforme qui connecte un peu plus de 80 000 transporteurs. On a 200 000 personnes qui sont constamment au quotidien connectées à nos plateformes. Et on traite un volume d'à peu près un peu plus de 30 millions de transactions par an. C'est aussi 80 projets que l'on mène chaque année et un peu plus de 400 clients, d'à peu près toutes les industries que l'on peut trouver aujourd'hui. Voilà Alpega en quelques mots. D'accord. Merci Walter. Jean-Christophe, MyTower. MyTower, bonjour à tous. MyTower créé en 2015, donc un peu plus de 7 ans maintenant. On est pas loin de 80 personnes. On est essentiellement basé en France, avec des équipes qui sont aussi localisées au Maroc. Et puis on a 2 grandes suites de logiciels. Donc la suite TMS pour toute la partie transport. Et puis une suite sur toute la partie Global Trade Management. Donc là, qui va couvrir tout ce qui concerne les opérations douanières, non pas la déclaration, mais tout ce qui va concerner la classification automatisée, la gestion des accords de libre-échange, et puis les règles d'import-export-contrôle qu'on vient, dans bien des cas, et pour certains industriels, coupler avec le TMS pour autoriser le départ des marchandises et s'assurer que la compliance des flux est respectée. Donc on va en reparler, je pense, à un moment, mais effectivement, alors un TMS c'est quoi? C'est-à-dire pour un néophyte qui nous entendrait, transport management système. Donc manager les transports, est-ce qu'on parle d'un outil pour les entreprises industrielles de négocier de distribution? Est-ce qu'on parle d'un outil pour les transporteurs? Isabelle, pour vous, c'est quoi chez Generix? C'est les deux, mon capitaine. Moi, je vais vous parler plutôt de ce qui est utilisé par les chargeurs. Les chargeurs étant tous ceux qui ont des commandes à livrer à leurs clients. Et donc des marchandises à transporter vers ces mêmes clients. Ça peut être des industriels qui livrent des usines ou des entrepôts de distribution, ou des distributeurs qui livrent leurs propres entrepôts ou les magasins. Voilà.
Et ce flux-là, ça représente beaucoup de transport et un TMS, ça va les aider à optimiser, organiser et réduire le coût de cette facture transport annuelle, donc en chargeant mieux les camions, en organisant mieux les tournées, en négociant mieux les tarifs et en choisissant à chaque transport la bonne solution, la moins chère et qui respecte l'objectif de taux de service, puisque le client, évidemment, il faut le livrer en temps et en heure par rapport au contrat qu'on a passé avec lui. Voilà. En amont comme en aval Absolument. ou en interindustriel. Exactement. Alors, excessivement clair. Qu'est-ce que je peux rajouter peut-être de manière schématique quand on parle de TMS? On a une fonction planification, on a une fonction exécution, et puis on va retrouver en fait ensuite après une fonction facturation, une gestion des indicateurs qu'on va qualifier en fait de performance, qui vont permettre d'analyser en fait exactement tout ce qui a pu se passer. C'est les fonctions qu'on peut qualifier de basiques en fait pour un TMS. Dans l'organisation, vous pensez groupage? On pense pas aussi, forcément. effectivement. Pas forcément, mais souvent groupage. Souvent groupage. Groupage, tournée, on va sans doute y revenir. Jean-Christophe? Oui, dans le TMS, on retrouve, et Isabelle et puis Walter ont déjà bien décrit le TMS, mais pour moi, il y a deux sujets. Il y a le sujet de la collaboration, donc c'est tout ce qui va être le partage des processus avec l'ensemble des acteurs, parce qu'on sait qu'aujourd'hui, les supply chains étendues, il y a de plus en plus d'acteurs à l'intérieur. Et puis ensuite, on a des composants dits intelligents qui vont venir justement rajouter des couches d'optimisation. Donc on a parlé des moteurs de groupage, de commandes, d'expédition pour faire de la massification, des moteurs de simulation de chargement, des moteurs qui vont permettre de créer des tournées et puis faire de l'optimisation des tournées, voilà, et puis des moteurs de calcul, que ce soit du calcul de tarif ou du calcul de CO2. Alors calcul, ça va nous intéresser. On a parlé de planification, on a parlé de calcul. Quand on parle de modélisation et de simulation, les TMS ont ces fonctionnalités-là ou... Alors pas forcément tous les TMS, en tout cas pour ce qui nous concerne. En tout cas pour Alpega, effectivement, ces briques de simulation, de modélisation qui sont en amont sur une réflexion sur comment je vais disposer à mes centres de fabrication, mes centres de distribution, quelles routes je vais pouvoir utiliser, qu'elles soient des routes au sens routier, au sens aérien, au sens rail ou au sens maritime. Donc effectivement, ça c'est des outils qui sont suffisamment puissants et qui vont aider véritablement le client à optimiser de manière conséquente l'ensemble en fait de ses transports. On parle de son réseau transport et logistique en fait. Exactement. C'est ces tiers commerciaux et logistiques. Absolument. En fait qu'on retrouve dans l'outil. Absolument. C'est cette modélisation-là. Et d'un point de vue peut-être tarif également, parce que là, la modélisation s'appuie sur des kilomètres parcourus, mais il y a des aspects de simulation tarifaire ou... Alors la simulation tarifaire, on peut la retrouver en fait à différents endroits. Ce qui va se passer, c'est que on va aider en fait nos clients à trouver en fait les meilleures tarifications selon les modes de transport qui vont être utilisés, qui vont ensuite être injectés et qui vont permettre, dans des outils de simulation, de venir optimiser en fait l'intégralité du transport. Donc à la fois en amont pour concevoir le réseau et en même temps opération par opération en disant, absolument, compte tenu des contraintes de service, quelle est la solution optimale. Et Jean-Christophe, vous parliez de groupage, de massification, ces types d'activités que... On retrouve à l'intérieur on a des vrais enjeux aujourd'hui sur l'optimisation des transports, c'est-à-dire la réduction du nombre de transports. Par voie de fait, quand on arrive à réduire le nombre de transports ou le nombre de kilomètres parcourus, on a un impact positif sur le CO2. Et une des solutions, c'est effectivement de mettre des moteurs qui vont permettre de regrouper des commandes selon un certain nombre de critères, les regrouper ensemble pour créer des expéditions où on commence à avoir un début de massification. Puis là, pareil, après, on a encore des moteurs qui vont permettre, selon plusieurs critères, de regrouper des expéditions pour créer une unité de transport, avec comme objectif de réduire le nombre de transports, d'augmenter les taux de remplissage. On a même des moteurs de simulation de chargement. Quand on a des produits qui sont plutôt hétérogènes, le but du jeu, c'est d'arriver à simuler le chargement du conteneur ou du camion pour arriver à avoir des taux de chargement les plus élevés possibles et par voie de fait avoir un impact et sur les coûts et sur l'empreinte carbone. On a l'exécution jusqu'aux opérations, donc tout à fait dans ce que vous évoquez, mais on est parti du plus haut et on va au plus fin.
Et vous évoquez vous-même dans votre communication le fait de vous appuyer sur des historiques et des données, donc c'est un point fort. Bon, on en reparlera peut-être dans les évolutions des outils aujourd'hui, mais ça semble être un élément important. Alors, domestiques ou internationaux, ou les deux? Selon les besoins du chargeur. Tout mode de transport? Alors, selon les TMS, chaque TMS n'offre pas tous les modes. Chez Generix, on offre tous les modes, effectivement. Et par contre, nos clients n'ont pas forcément besoin de transporter dans tous les modes. Certains vont faire du fluvial, d'autres, en overseas, on peut faire du maritime, le aérien. L'essentiel des flux qui passent dans des TMS chez les chargeurs sont plutôt quand même des flux transport terrestre, transport routier. Parce que pour les flux overseas, ils ont tendance à les confier à des organisateurs de transport dont c'est le métier d'aller grouper des marchandises pour l'international, d'affréter des compagnies maritimes, aériennes. C'est pas tout à fait la même façon de gérer la relation entre un chargeur et un transporteur routier qu'un chargeur et CMA, CGM. On n'a pas les mêmes relations, les mêmes accès. Donc il y a souvent sur l'overseas, et donc l'overseas faisant appel à ces autres modes de transport, un intermédiaire qui va permettre d'optimiser par le volume de tous ses clients l'utilisation de ces transports avec des contenances, bien sûr. On voit un porte-conteneur aujourd'hui, c'est pas la même chose qu'un camion. Mais si le chargeur choisit de piloter lui-même en direct sur ces flux internationaux, certains outils sont adaptés à ça. Oui, les TMS aujourd'hui, on retrouve des fonctions qui permettent de traiter à la fois du maritime, de l'aérien. Et puis vous êtes connecté à des flux documentaires. Donc il y a toute la gestion de la documentation des flux internationaux, à la fois la réception des documents, puisque les acteurs produisent des documents, donc il faut les récupérer, mais aussi la production de documents. C'est-à-dire que sur les flux internationaux, on a des documents à produire. Les TMS peuvent avoir aussi des fonctions d'édition de documents ou de fabrication de documents. Et là, on a des gains de productivité qui sont assez conséquents chez les clients. Quand vous avez des clients qui, d'un point de vue de stratégie de leur supply chain, disent je passe d'une fréquence de livraison semaine à une fréquence quotidienne. Quand vous êtes sur les flux internationaux, vous multipliez forcément le nombre de productions de documents, le nombre de transactions. Donc là, on retrouve dans les TMS qui ont des composants internes pour l'international, cette capacité à produire du document de manière automatique et donc de venir désengorger aussi les services d'administration des ventes ou les services d'expédition qui produisent ces documents. Donc en fait vos clients, vos demandeurs doivent s'orienter vers vous-même et faire une consultation en précisant quelle est leur typologie de flux, leur typologie de besoin pour trouver l'interlocuteur adéquat, ce qui signifie que ça pourrait être l'une de vos sociétés ou une autre, selon le cas. Et ça peut être les deux en même temps, d'ailleurs. Ou les deux en même temps. Peut-être des questions, vous pouvez, chers téléspectateurs, adresser les questions à la régie dès maintenant, au fur et à mesure qu'elles vous viennent. Donc nous pourrons les poser à l'issue de la présentation. Mais c'est vrai que par rapport à la question qui était posée, quand on voit la complexité aujourd'hui des supply chains chez nos clients, qui sont des supply chains véritablement internationales, qui ont besoin en fait d'être résilientes. Ce qu'on doit être en capacité en fait d'offrir en tant que solution, c'est cette capacité à un moment donné d'avoir un point d'accès qui va permettre en fait de capitaliser toute l'information. Et effectivement, donc quand on évoque en fait les solutions, il y a des solutions TMS qui ont déjà un scope qui est suffisamment large. Mais par contre, il faut pouvoir avoir la capacité, fonction d'un certain nombre de modes de transport. Isabelle l'a cité tout à l'heure, le maritime. Quand même un mode de transport avec une gestion assez particulière, de pouvoir se connecter avec des spécialistes, récupérer en fait les informations et donner en fait à la cellule logistique du chargeur, en l'occurrence, lui donner les moyens de pouvoir prendre un certain nombre de décisions. Donc il y a beaucoup de choses qui vont se faire en automatique. C'est à la fois un outil de collaboration qui doit se connecter à tous, à tous les acteurs en fait. Je disais tout à l'heure. En tout cas, tous les acteurs qui sont sensibles. Commerciaux et logistiques, et un outil, c'est peut-être d'ailleurs à la jeunesse de certains TMS, de gestion des événements et des alertes. Alors, on parle aujourd'hui de visibilité, traçabilité. Je voulais revenir quelques instants. On est en train de parler essentiellement chargeurs. Les transporteurs eux-mêmes, alors on évoque le fait où Isabelle nous indiquait tout à l'heure que les freight forwarders, les commissionnaires avaient leurs propres outils qu'ils mettaient à disposition de leurs clients, mais les autres transporteurs, ou pour les autres transporteurs, ou pour les chargeurs qui ont des flottes en compte propre, quelles seraient les fonctionnalités des TMS additionnelles par rapport
à une utilisation habituelle? En fait, quand on regarde, effectivement, on a parlé des chargeurs, puisqu'en fait, il y a l'aspect vendeur. Donc après, il faut pouvoir acheminer le matériel, en tout cas les biens. Sur la partie transport, pour les transporteurs, on est dans une logique où ce qui est important, c'est d'être en capacité de pouvoir optimiser en fait son mode de transport. Donc un TMS est un TMS qui n'est pas forcément plus simple, mais qui va utiliser en fait moins de fonctionnalités, mais par contre qui va avoir des spécificités propres, comme cette capacité en fait à pouvoir optimiser les tournées, à pouvoir optimiser en fait le chargement, et tout ça avec derrière comme conséquence, c'est d'aller plus vite, et c'est aussi aujourd'hui un facteur hyper important, c'est de pouvoir maîtriser en fait son empreinte carbone. Donc ça, c'est des fonctionnalités additionnelles, souvent qui sont imbriquées ou en interface avec vos outils ou développés en propre. Après, il y a interfacé et développé en propre. Je pense que nous, on a nos outils qui sont en propre, mais aujourd'hui... il y a des spécialistes quand même dans l'optimisation de tournée. Complètement. Avec lesquels il faut pouvoir être en capacité. Encapsulé, oui, c'est ça que vous avez encapsulé. Alors peut-être pour les transporteurs ou ceux qui ont des choses en propre, il y a de la gestion de flotte quand même et de la gestion sociale, notamment les temps de conduite pour le routier. C'est peut-être ça la différence. Et là, qui est une spécificité à part entière, sur lesquelles, en fait, on n'offre pas forcément toujours toutes ces solutions. Il y a des TMS qui sont vraiment dédiés à cette activité. Pour notre part, nous, on est en capacité de faire un certain nombre de choses. On peut offrir des briques que les transporteurs vont pouvoir utiliser, mais on n'est pas à proprement parler en fait le spécialiste au sens TMS. C'est plus compliqué parce qu'en fait le transporteur lui-même a des besoins de type ERP, de type gestion économique et financière, l'outil de production et les fonctionnalités qu'on vient d'évoquer. Pour un transporteur, le TMS en général, c'est son ERP. C'est son ERP. Il fait tout, il facture avec. Donc c'est un petit peu différent. Donc c'est important parce qu'on a... Avec cette formulation transport management system, on se dit c'est le même type d'outil, mais en fait globalement il y a des fonctionnalités communes, mais c'est pas la même chose. Il y a de la collaboration, il y a des choses comme ça. Alors PME grand groupe, les mêmes solutions, des solutions différentes. Nous c'est la même solution. Elle n'est pas facturée ni mise en œuvre de la même manière. Parce qu'on constate que dans les grands groupes, il y a une volonté, quand on s'équipe de TMS, de reproduire des mécanismes ou des modes de fonctionnement, des habitudes de travail. Et les grands groupes vont exiger que dans un nouveau TMS, on ne perturbe pas trop les habitudes de fonctionnement des services transport. Et ça, c'est une vraie contrainte, parce que si on doit s'adapter à des habitudes, puis dans le transport, on ne peut pas dire qu'il y ait vraiment une seule et même façon de faire le métier. Enfin, chaque société a sa façon de négocier avec les transporteurs, de savoir quand est-ce qu'on est facturé, comment on traite les pénalités, comment on traite les avoirs. C'est des cas particuliers à chaque fois. Donc finalement, si le TMS, qui est à la base un logiciel standard, nous on fait du logiciel standard, on aimerait bien que tout le monde utilise le même, ça serait plus facile. Mais quand on a un cahier des charges, on doit tordre notre solution pour s'adapter aux exigences du client, et ben forcément, ça fait des projets plus lourds, ça fait des solutions avec des développements complémentaires. Et on le fait, puisque c'est une exigence du marché, surtout des grands groupes. Donc forcément, ceux qui représentent les projets avec le plus de, peut-être pas de rentabilité, mais en tout cas le plus de volume. Et puis à côté de ça, on se rend compte que pour accueillir des sociétés plus modestes et leur permettre d'accéder à des outils de pilotage de leur coût transport, de leur budget transport et de leurs opérations, eux, ils sont beaucoup plus ouverts à écouter notre expertise, puisque à force de faire ces projets TMS chez plein de grands groupes, on finit par avoir quand même une idée et une vision, justement, les cabinets de conseil aussi d'ailleurs l'ont, une vision un peu plus homogène de comment on pourrait traiter les affaires. Et là, on intervient avec un logiciel plus standard, donc packagé, préparamétré, avec du coup un coût de mise en œuvre beaucoup plus réduit. Et on essaye, c'est pas toujours facile, mais on essaye d'arriver avec ce package-là et de proposer à la société plus modeste, que ce soit pour le coup à ses équipes, de s'adapter et de rentrer dans la logique de fonctionnement de l'outil. Sachant que cette logique de fonctionnement, elle a fait ses preuves, elle marche dans beaucoup d'autres sociétés. Voilà. C'est le propre de tous les systèmes d'information de cette nature qui sont structurants. C'est ça. C'est ce que vous voulez dire. Vous êtes sur le... Mais on retrouve un peu dans la question qui est posée, la problématique qu'on avait sur les ERP il y a à peu près une quinzaine d'années, où la question qui était souvent posée, c'est de dire, bon, les ERP, c'est bien pour les grandes sociétés, qu'en est-il en fait des PME? Et puis en fait, quand on regarde aujourd'hui le niveau de maturité, ce qui a été véritablement déployé, on a des ERP absolument partout.
avec des éditeurs qui n'ont pas forcément beaucoup changé. Côté TMS, on est à peu près dans la même. Aujourd'hui, en fait, on n'a pas forcément la même maturité. C'est pas la même encore. On retrouve pas cette ampleur, mais la problématique de la gestion du transport, elle est vraie dans une PME, elle est vraie dans un grand groupe. Et après, c'est la capacité à pouvoir adresser la problématique qui va potentiellement changer. Le nombre de personnes qui vont être impliquées en fait dans une chaîne logistique, dans une PME et dans un grand groupe, c'est pas forcément la même chose. Donc il faut que la solution, on parle de pré-paramétrage, de solutions qui sont pré-paramétrées, qui vont permettre en fait de s'installer rapidement et qui vont apporter des bénéfices hyper rapides. Et ça, c'est quand on compare en fait les bénéfices rapportés d'un ERP à celui d'un TMS, on est sur une échelle de temps qui n'a absolument rien à voir. On va revenir peut-être sur les modalités économiques, mais Jean-Christophe. Oui, moi je rejoins pour les entre guillemets les PME ou les grosses PME, le package pré-paramétré. Et puis nous on a construit vraiment un parcours pour ces sociétés-là, de dire commencer d'abord par éliminer tous les mails, centraliser l'information, commencer à automatiser un certain nombre de processus. On peut travailler standalone sans être connecté avec les ERP ou avec les WMS. Et puis on dit, une fois qu'on a acquis, entre guillemets, cette maturité de processus, les gens se sont appropriés la digitalisation, alors on fait un deuxième step, c'est le step de je me connecte avec le ERP, je commence à récupérer de la commande, et donc là j'ai des gains de productivité supplémentaires. Puis après j'ai la troisième étape où je vais venir intégrer l'écosystème de tous les partenaires directement dans la plateforme en termes de connectivité, et je vais rajouter ces moteurs d'intelligence. Donc on voit bien que finalement on utilise la même plateforme comme le disait Isabelle, et puis on construit ce cheminement avec le client pour l'accompagner à gagner en maturité. Modularité. Et alors, comment vous facturez alors en fait les clients, les grands groupes, c'est l'utilisateur, c'est à l'unité d'œuvre, c'est Non, chez c'est Generix, variable. on a deux approches, enfin deux composantes de la facturation. La première chose, c'est de facturer l'utilisation des fonctionnalités du système. Dans un TMS, il y a une brique, on l'a dit tout à l'heure, plus organisation, voire optimisation si on a besoin des tournées, mais organisation des flux. Puis il y a une grosse brique qui est plutôt autour des coûts, de la ventilation, de la facturation. C'est deux gros pavés fonctionnels. Et à l'intérieur de ces pavés, selon ce qu'on a à transporter et comment on le gère, on a plus ou moins de fonctionnalités. Donc nous, on offre ça dans un catalogue, ce qu'on appelle des business process. Et le client s'abonne au business process qui correspond à ce pourquoi il va utiliser, sa façon d'utiliser le logiciel. Il peut faire que la partie finance s'il a envie. Il va commencer par ça parce que ça va déjà lui économiser un temps dingue sur plein de gestion chez lui. Et alors, tant qu'il n'utilise que ça, il va payer que pour ces processus-là. À la demande. Exactement. Donc, il s'abonne. C'est comme on s'abonne à, une certaine puissance de téléphonie mobile. Voilà, c'est un service. Et après, il y a la partie volume. Parce qu'évidemment, on a des gros clients, des petits clients. Ils n'ont pas tous le même nombre de demandes de transport. Donc là, c'est plus lié à l'infrastructure que l'on est obligé de mettre en place pour délivrer le service de manière performante. Et évidemment, les gros consommateurs du service vont payer plus que les petits consommateurs. Alors plus de manière dégressive, bien sûr, il y a une prime au volume. Voilà. Et donc c'est la combinaison, enfin c'est la somme de ces deux lignes de facturation qui constitue la facture de nos clients. Vous êtes sur le même type d'approche On est grosso modo sur ce type d'approche, donc de l'abonnement. De toute manière, c'est des solutions SaaS, donc on est censé... J'allais poser la question, Isabelle. On est censé, mais citer le terme infrastructure. je réponds pas en lieu et place, mais grosso modo, on est essentiellement sur du SaaS. On paye à la consommation, donc ça, c'est les concepts en fait qui sont les plus importants. Après, dans les petites différences qu'il peut y avoir, il y a cette notion de volume, qui est le nombre en fait d'actions qu'on va pouvoir faire ou d'ordre de transport qu'on va pouvoir gérer. Et puis aussi, on retrouve, fonction peut-être des groupes qui sont un peu plus gros et fonction en fait des montants de budget de transport qu'ils ont annuellement, on peut aussi regarder et avoir un mode de pricing qui se fait par rapport à un budget de transport annuel. Donc ça, c'est aussi une façon différente, à un moment donné, de travailler en fait avec un client qui n'a pas forcément une visibilité sur toute sa volumétrie, mais par contre qui sait exactement quel est son montant
annuel de transport. Oui, parce que souvent, c'est la donnée qui est maîtrisée, c'est le budget global. Très souvent, et souvent, le détail, c'est le TMS qui va permettre de l'apprécier. Exactement. De l'apprécier, hormis à reprendre toutes les lignes de facturation, c'est ça? Exactement. Hein, c'est un peu le sujet que vous avez dès le départ. On retrouve ce type de modèle. Parce que l'utilisateur, finalement, on se rend compte de deux choses. Il y a deux types d'utilisateurs. Il y a les utilisateurs qui sont vraiment actifs à l'intérieur du TMS, donc qui vont vraiment gérer du processus, déclencher un certain nombre d'actions. Puis vous avez des acteurs qui, eux, sont plus en consultation, de visibilité, de documents. C'était peut-être la première génération. Walter insistait sur le mot facturation dans sa présentation initiale. Au départ, la première génération d'outils de mémoire, dans les années 90, c'était des outils qui étaient des tableaux de bord et qui faisaient de la préfacturation, qui aidaient. Puis on a eu du frais de paiement ou des choses comme ça. C'est peut-être ça la première base. Mais il y a des choses, et vous nous parlez depuis tout à l'heure d'optimisation. Donc on est dans deux dimensions différentes. Peut-être des questions d'ailleurs. N'hésitez pas, hein, vous pouvez toujours poser vos questions à Hervé qui les attend en régie. Oui, Jean-Christophe. Ouais. Oui, et puis après, il y a des éléments qui créent beaucoup de valeur dans le TMS. Ces éléments, c'est tout ce qui vont permettre d'automatiser les actions. Il y a un certain nombre d'actions aujourd'hui qui sont faites manuellement par les équipes. Et puis dans les TMS, on arrive quand même à automatiser. Puis surtout, on a des moteurs d'action qui vont dire, en fonction de tel événement, en fonction de telle étape dans le processus, je vais déclencher automatiquement la fabrication d'un document, je vais déclencher une alerte, je vais flaguer sur le cockpit de pilotage un drapeau qui va informer la personne que, attention, ça va revenir dans ses priorités de traitement. Voilà, donc en fait, on a vraiment des moteurs d'optimisation, d'action, qui vont aller chercher de la productivité opérationnelle. Voilà, on n'est pas dans la première approche que citait Isabelle tout à l'heure, dans laquelle elle disait on va pas toucher au mode de fonctionnement de l'entreprise en apportant un outil en plus. Là, on est dans une logique où c'est l'outil qui va aider à optimiser, avec des alertes, avec des workflows, avec des... On est vraiment dans une logique de transformation. Et ça change complètement le travail des collaborateurs transport. Ça devient vital parce que quand on voit en fait le nombre de tâches répétitives qu'ils peuvent faire, avec parfois des tâches sans trop de valeur ajoutée, le but du jeu, c'est de pouvoir laisser le TMS faire son job, qui est d'automatiser en fait le plus de choses et de reconcentrer en fait les équipes logistiques, les équipes transport à la gestion d'exception, là où on a vraiment besoin en fait d'un savoir-faire et qui est vital et qui ne sera pas forcément tout de suite, en tout cas, remplacé par une automatisation supra-intelligente en fait du TMS. Et donc effectivement, il y a une logique en fait de discussion, en fait, de comprendre exactement ce que le client fait, comment il le fait, quelles sont les attentes qu'il a dans son TMS, est-ce que c'est des attentes qui sont uniquement externes, satisfaction du client, est-ce que c'est éviter des tâches répétitives, automatiser, donc il y a quand même pas mal de choses, pas mal de discussions, et ensuite après le TMS s'intègre globalement assez facilement. Mettre en place des routines et gérer l'exception, c'est ça. C'est une des tâches qu'on peut mettre en place facilement, simplement, avec des vrais retours en fait sur investissement. Donc il y a une vraie conduite du changement et des vraies questions à se poser en termes organisationnels. Absolument. C'est classique d'ailleurs, comme tout projet ici digne de ce nom, avec les volets formation et effectivement qui vont. Alors, une question qu'on peut se poser aussi, c'est comment ça s'intègre dans une architecture. On a parlé un peu de RP, alors on va parler des chargeurs là. Le RP a souvent la partie gestion des commandes. On a les WMS qui, eux, historiquement, sont quand même plus anciens. Et le taux d'équipement en France, je ne sais pas si on peut parler de taux d'équipement des TMS, c'est un peu approximatif aujourd'hui, mais nettement plus important, puisque c'est une génération d'outils. Comment ça s'intègre, comment ça se positionne, un TMS par rapport à... Les deux doivent collaborer. Si tu veux bien exécuter, bien charger les camions, ce qui est important, c'est de bien simuler le volume et le poids que vont représenter les commandes. Et pour faire ça de manière fiable, il n'y a rien de mieux que de faire passer la commande d'abord dans la gestion d'entrepôt. Sa gestion d'entrepôt, elle se fait quoi? Elle lance ce qu'on appelle une vague. Alors c'est une simulation de vague. Et elle va combiner les lignes de commande sur des supports physiques. Elle va constituer des supports physiques, donc des palettes à charger pour faire simple, ou un certain nombre de colis dans un volume de colis. Une fois que tu as la représentation physique des colis ou des supports à transporter, bien sûr que le TMS, pour lui, c'est plus facile d'assembler et de constituer des chargements et de regrouper, en fonction évidemment des points de départ, des points d'arrivée, à partir de supports réels
qui vont en plus être ceux que l'entrepôt va pouvoir réellement constituer, que de partir de lignes de commande avec, on sait que ce produit, il y va dans un colis de telle taille, mais on ne sait absolument pas si ce colis va aller sur cette palette avec tel autre colis, et au final, combien de supports ça va faire. Donc pour moi, il y a un enjeu à passer d'abord dans le WMS, faire la simulation de support, la création des supports à charger, renvoyer ça au TMS. Alors lui, il va, en fonction des dates de livraison, il va optimiser ses supports et faire son plan de tournée, en fait. Et ensuite, il renvoie ça au WMS. Et le WMS, il fait quoi à ce moment-là? Il exécute les tournées optimisées et organisées par le TMS. Donc il n'est plus à prendre des lignes de commande avec une date au plus tard de livraison et à se débrouiller pour les préparer tel jour ou telle heure. Il exécute le plan de tournée avec des heures, même des fois, prévues, parce que les transporteurs prennent rendez-vous pour venir charger ou décharger d'ailleurs. Et donc là, le WMS, il exécute la préparation des supports pour charger les camions. Ça fait sans doute partie des cahiers des charges que vous recevez, cette logique Complètement, mais dynamique des traitements. Mais entre ce que vient de dire Isabelle, ce que disait Jean-Christophe tout à l'heure sur des TMS aussi standalone, parce qu'on en a besoin, qui n'ont pas forcément de connexion, dans à peu près 90% des cas, peut-être même un peu plus, qu'est-ce qu'on observe? C'est qu'on est dans une relation, j'ai utilisé peut-être un mot un peu galvaudé, mais c'est maître-esclave, c'est-à-dire que le maître, en fait, reste l'ERP et ou le WMS. Ça va dépendre effectivement après des configurations fonctionnalités de traitement de commande de l'ERP. Le but du jeu, c'est pas de rentrer en compétition avec ces gens-là, loin s'en faut. C'est d'être en capacité véritablement de s'intégrer de la manière la plus intelligente, la plus flexible, la plus agile possible, et de laisser ensuite au TMS toutes les actions qui sont de son fait, et être en capacité en fait de renvoyer en fait après l'information, toute ou partie de l'information. Une partie de l'information, elle peut rester au niveau du TMS et être traitée en local par le TMS avec des indicateurs de performance qui sont spécifiques, ou bien renvoyée au niveau de l'ERP ou du WMS pour des analyses qui peuvent être différentes. Donc on est vraiment dans une logique où la clé de voûte, c'est cette capacité en fait à pouvoir s'intégrer avec facilité au système d'information de nos clients, donc aux ERP, modernes ou pas, et WMS. Et avec des dynamiques à définir plus précisément en fonction des besoins et des priorités. Cette histoire d'architecture, elle est importante parce que ce qu'on se rend compte de plus en plus, c'est que chez certains clients, dans les ERP, il y a aussi des fonctions de TMS, ou des mini-fonctions de TMS, en tout cas des traitements qui s'apparenteraient à un TMS qui sont traités dans les ERP. Donc c'est pas d'arriver et de dire on casse tout et puis on enlève ces traitements qui étaient dans l'ERP, on les met dans les TMS. Ça va être plutôt de dire on va venir rapporter ou compléter de la valeur par rapport à ce qui est fait par l'ERP, et vraiment ajouter cette spécialisation avec une approche assez modulaire. Donc, le but, c'est vraiment pas de casser les architectures, c'est de s'intégrer au sein des architectures, parce qu'il y a quand même des architectures qui sont de plus en plus complexes. Et ensuite, il faut regarder les technologies qu'on utilise derrière, des technologies tout en microservices, de plus en plus en API, qui vont justement permettre de s'intégrer de façon beaucoup plus simple dans ces architectures-là. À la fois dans l'architecture des systèmes de l'entreprise, à la fois en relation avec les transporteurs. Bien sûr. Nécessairement, voir les autres outils, une connexion fine, aujourd'hui des plateformes de visibilité, c'est une offre sur le marché, donc comment ça se combine tout ça? Et juste un point par rapport à ce qu'on vient juste d'évoquer, c'est que l'ERP, il y a une expertise en fait qui est très IT dans beaucoup de groupes. Quand on parle en fait de supply chain, quand on parle de transport, on est confronté en fait à des entités qui sont business. Et donc il faut aussi qu'on soit en capacité de pouvoir dialoguer aussi de manière différente et apporter en fait des règles de gestion, un savoir entre ces gens qui sont IT, qui sont d'obédience IT, qui traitent en fait l'ERP depuis déjà pas mal de temps, qui n'ont pas forcément dans leur quotidien les mêmes problématiques que les gens du transport. Et donc quand on arrive avec une solution de type TMS, il faut pouvoir dialoguer globalement avec le client, avec les gens du business, avec lesquels on dialogue d'ailleurs avec quand même globalement beaucoup de facilité, et puis de temps en temps, un peu de résistance côté IT par rapport à ce qui était évoqué en disant mais ça on le fait très bien ça, pourquoi faut-il le faire de manière différente? Et donc il y a un peu de souplesse, la conduite du changement, l'appropriation, la réappropriation d'un certain nombre de choses à mettre en place, mais bon ça après c'est le fait de tout... C'est le fait de tout projet, que ce soit dans les grandes, les moyennes ou les petites entreprises d'ailleurs. Il vous reste une dizaine de minutes pour poser vos questions, donc n'hésitez pas.
Effectivement, cette intégration, on la comprend bien. Alors, et les modules autour, parce que ça paraît un peu confus quand même pour beaucoup de gens, parce que d'aucuns s'adressent à des plateformes transport qui offrent de la visibilité et ont l'impression qu'ils ne vont pas avoir besoin de TMS. C'est le cas? C'est complémentaire? Comment ça? En tout cas, l'offre est tellement foisonnante qu'il y a de véritables interrogations de ceux qui veulent s'engager dans des projets de cette nature. Comment approcher ça? En fait, ça vient toujours de l'expression de besoin du client à l'écrit. Où est-ce qu'il a mal? Qu'est-ce qu'il veut absolument réaliser? Si son objectif principal, c'est d'avoir de la visibilité sur la livraison de ses clients, c'est-à-dire vraiment sur l'exécution du transport, il n'a pas besoin d'un TMS. Il faut qu'il aille voir une plateforme de tracking transport. Par contre, si son besoin, c'est d'optimiser son chargement, l'organisation, voire d'automatiser la création de la ventilation des coûts, enfin tout ce que nous, on peut proposer dans un TMS chargeur, eh bien forcément, là, il n'aura pas la connexion avec les transporteurs pour le tracking, parce qu'elle n'est pas là, notre proposition de valeur. Par contre, s'il veut ça, et en plus, il veut le tracking, ben, il va falloir qu'il souscrive aux deux. Et bien sûr, nous, avec les plateformes de tracking, on s'est parlé. On récupère les infos des plateformes de tracking pour les rendre visibles par rapport à l'expérience utilisateur dans un seul outil. On ne va pas lui demander d'aller se connecter partout. Besoin d'une belle maîtrise. Alors, mais qui sont vos interlocuteurs au final parce que soit ils sont accompagnés par des cabinets conseils, il y a des spécialistes là-dessus, mais qui sont vos interlocuteurs et même les décideurs ou les prescripteurs au sein des entreprises clientes? Bah, on a ça souvent varie, le client et la société de conseil quand il. Mais c'est mieux quand il est passé par une société de conseil. Qui décide parce qu'en fait, il y a des enjeux. On va pas parler de budget là, mais ça peut être assez différent selon la taille. Mais qui sont les décideurs chez vos clients? Quand on regarde essentiellement, tout à l'heure j'évoquais la différence entre les ERP et TMS, mais les personnes avec lesquelles on discute, c'est essentiellement des gens qui sont liés à la supply, un patron de supply, un patron de transport, donc qui est confronté à des problématiques au quotidien, qui a un job en ce moment, enfin depuis quelque temps, pas forcément toujours très simple. Donc ce sont essentiellement les gens avec lesquels on va discuter, avec lesquels on va réfléchir, qui sont aussi les signataires en fait de ces 10 contrats. Bien sûr, après, il y a une population en fait qui gravite autour, parce que c'est un système qu'on va intégrer. Donc les gens de l'IT, les gens de la finance aussi, qui vont être en capacité en fait de valider un certain nombre de business models et comment les monter. Mais les gens qui sont déterminants sont les gens de la supply. Ça ne veut pas dire pour autant qu'un patron d'entreprise ne s'y intéresse pas. Ouais. Il en est parfaitement conscient, parce que c'est un gage de fonctionnement qui est majeur. Mais au quotidien, et ceux avec lesquels on bâtit, ce sont ces personnes-là. Et puis je pense qu'il faut... le TMS, il crée suffisamment de valeur de façon transverse dans l'entreprise pour arriver à satisfaire plusieurs fonctions dans l'entreprise. Ça, c'est un des enjeux aussi de la façon dont on présente la solution. Où est-ce que je vais créer de la valeur? Bon, le contrôle de gestion, je mets les coûts sous contrôle. Le calcul du CO2, on pourrait penser qu'il y a la RSE, mais pas que la RSE. Aujourd'hui, il y a quand même de plus en plus de clients qui ont pris des engagements sur la réduction de leur bilan carbone, et ils ont des prêts bancaires qui sont indexés sur les engagements et la capacité qu'ils ont pris à réduire ces bilans CO2. Donc ça veut dire quoi? Ce qui veut dire qu'à un moment donné, le CO2, c'est tout de suite la finance, parce que derrière, il y a des engagements financiers avec des prêts bancaires indexés. Et donc, on voit bien que le TMS, il va pouvoir adresser plusieurs personnes, le service client, pour tout ce qui est la visibilité, aujourd'hui. Ouais. Et je pense que le TMS, je reviens un peu sur ce que disait Isabelle, oui, il y a les plateformes de traçabilité, il y a les algorithmes de calcul de CO2, il y a les algorithmes qui permettent de faire de la tournée, enfin des optimisations de tournée. Et le TMS, finalement, c'est la colonne vertébrale, c'est le processus métier. Et puis, on va venir rajouter ces partenaires de valeur, les connecter. Pourquoi? Parce que l'information, elle n'a de valeur qu'à partir du moment où elle est contextualisée dans un processus métier. Amener de l'information sans le contexte, on ne peut pas l'exploiter. Or, le TMS, il est là pour recontextualiser cette information et permettre aux équipes opérationnelles de décider et de lancer les actions.
Donc c'est vraiment cette approche de valeur, parce que la valeur du transport aujourd'hui dans les entreprises, elle est profonde. Hein. Il y a la valeur marché, elle est très très grande. C'est pour ça qu'il y a un ensemble d'acteurs autour des TMS, des plateformes qui sont spécialisées dans la traçabilité, ceux qui sont sur le calcul du CO2, ceux qui sont sur la digitalisation des flux palettes, ceux qui sont sur l'acte de booking auprès de la compagnie maritime. Et vous voyez bien que finalement, un projet de transformation de transport aujourd'hui chez un client, c'est un TMS plus un écosystème que l'on construit autour du TMS. Et ça, je pense que c'est un message qui est important, que les directions supply doivent intégrer, c'est que la transformation de la fonction se fera non pas avec un seul acteur, mais se fera avec un acteur qui est capable d'intégrer tout cet écosystème au sein d'un C'est processus. une prise de conscience récente, Ouais, ce c'est qui bien. explique le taux d'équipement et le nombre de projets qui se multiplient aujourd'hui, quoi. On va se rapprocher de la fin de cette table ronde. Alors, les tendances actuelles, qu'est-ce qu'il y a comme fait marquant? Parce que là, on est en train de parler d'un marché foisonnant, avec des solutions riches, avec des solutions modulaires, avec des solutions en mode SaaS. Vous collez aux besoins clients les uns et les autres, avec différentes typologies de clients. Les évolutions principales pour les années à venir sont de quelle nature? Comme tu dis, c'est un marché en cours d'équipement. Donc, on continue à faire de l'innovation, beaucoup dans la connexion et l'intégration des plateformes de cet écosystème. Parce que, comme on sait, l'innovation, elle vient beaucoup des startups. Les startups répondent à un besoin en général très précis, mais qui fait vraiment mal. C'est comme ça, enfin, celles qui réussissent en tout cas, c'est qu'elles ont trouvé une solution pour un besoin qui faisait vraiment mal. Et pour autant, ces startups n'ont pas l'ambition et auraient des difficultés pour couvrir tout ce que l'on peut couvrir dans un TMS habituel. Donc c'est effectivement important d'arriver à gérer ces connexions et après à digérer l'information qu'on reçoit. Recevoir les données de tracking de nos amis plateformes transporteurs, juste en brut comme ça, si on les affiche sur un écran, les coordonnées GPS des camions avec une plaque d'IMAT, ça ne va pas les aider beaucoup au quotidien, ça va peut-être même plus les stresser parce qu'ils seront incapables de s'y retrouver là-dedans. Donc bien entendu, on doit digérer cette information, faire un affichage sur une carte, le rapprocher d'une commande d'un client, parce que ce qui compte, c'est de dire, bah oui, dans ce camion, j'avais ces commandes ou ce bout de commande de ce client-là. Donc s'il m'appelle pour savoir où on en est, tout de suite, je dois faire le lien avec la coordonnée GPS ou une alerte geofencing. Donc voilà, il y a beaucoup de traitement, de travail de cette donnée qui nouvellement nous est proposé. Et bon, il y a aussi la baisse du coût des réseaux, hein, la baisse du coût de l'informatique embarquée, la baisse du coût de la donnée en fait. Et donc maintenant on se dit chouette, on a plein de données pour pouvoir tout maîtriser, mais pour autant cette donnée, il faut arriver avec une prédigestion et en fait une exploitation de cette donnée. En brut, elle est quand même difficile à digérer. De plus en plus de dynamique, de plus en plus de temps réel, mais une masse d'informations qui doit être digérée néanmoins pour Exactement, la gestion par exception. pour en faire de l'aide à la décision. Pour la gestion par exception qu'on évoquait tout à l'heure. C'est ça. Voilà, c'est un parfait exemple. Alors, nous, en fait, on a trois tendances. La première, c'est effectivement donc, être en capacité en fait, d'intégrer toujours avec une notion en fait, de simplicité ces briques à forte valeur ajoutée. On a mentionné tout à l'heure en fait, la gestion des tournées, le yard management, le real-time, donc le tracking en, fait, en temps réel. Donc il y en a un certain nombre. Et donc on est un ensemblier, donc il faut qu'on soit fédérateur et en capacité en fait, de pouvoir restituer ces informations. La deuxième, c'est de constamment travailler en fait, sur cette information qu'on consomme de plus en plus dans notre vie au quotidien au travers des applications. Il faut que les solutions qu'on propose soient de la même manière. Donc il n'y a pas une différenciation entre ce que je fais au quotidien sur mon smartphone et demain, quand je me retrouve en fait devant un écran, comment je vais utiliser le côté intuitif, le côté agile, comment je vais utiliser cette information. Donc ça, c'est aussi un axe de travail pour nous qui est super important. Et le troisième, qui est tout aussi capital, on parlait en fait des données, enfin des données de manière on en gère des quantités qui ne font qu'augmenter. La vraie question qui peut se poser, c'est qu'est-ce que j'en fais de ces données? Et de quelle manière, en fait, je vais pouvoir offrir, en fait, un nouveau service? Et effectivement, nous, on se rend compte qu'on utilise, on absorbe de la donnée, on veut l'utiliser de manière différente, coupler ça, en fait, à de l'intelligence artificielle pour que, en termes de planification, on puisse faire des choses automatiquement, mais pas uniquement sur des règles de gestion que nous programmons,
que ça se fasse en fait avec une dynamique complètement différente, qui va prendre en fait un nombre de paramètres qui est beaucoup plus important. Et donc avoir une planification plus fine, et qui dit planification plus fine, avoir un impact écologique, avoir un impact financier aussi plus important. Et donc ça, c'est les 3 axes majeurs sur lesquels on travaille, et qui sont des solutions qui devraient arriver incessamment sous peu. Oh, je rejoins Walter, hein, c'est les tendances, on a tous les mêmes. Enfin, voilà, oui. Mais pour connaître vos présentations, oui, vous ensuite, êtes dans la même logique. Il y a des enjeux dans le produit, mais dans le cœur du produit, dans la technologie du TMS, hein, parce que les enjeux technologiques au sein du TMS sont importants. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, la compétition sur le marché, elle se fait sur la rapidité qu'auront les entreprises à déployer ce type de solution. Pourquoi ? Parce qu'il faut qu'ils aient des retours sur investissement beaucoup plus rapides, il faut qu'ils améliorent l'expérience utilisateur, l'expérience client, puisque de plus en plus de clients aujourd'hui consomment de l'information via les TMS, hein, donc les clients de nos clients sont connectés au TMS pour consommer de l'information. Donc on a des enjeux sur le go-to-market chez les clients de plus en plus rapides. Ce qui veut dire que les travaux aussi qu'on fait, c'est qu'on intègre de plus en plus de technologies de dernière génération à l'intérieur des TMS pour justement pouvoir réduire ces temps de déploiement. Hein, c'est-à-dire un temps de déploiement d'1 an ou 1 an et demi. Aujourd'hui, voilà, il faut qu'on se rapproche sur des temps de déploiement et d'intégration chez les clients de l'ordre de 6 mois, maximum 1 an. Et ensuite, on comprend bien pourquoi on a besoin de tout cet écosystème autour de nous. Parce que nous, on ne pourra pas tout faire autour du TMS. Donc il faut aller avoir ces partenaires de valeur et être capable de les intégrer rapidement, comme le disait Walter. Hein, on devient assemblier. On intègre cette proposition de valeur globale. Une vraie mutation en cours. Je pense qu'on va laisser la parole à nos auditeurs, mais merci beaucoup pour tous ces éléments et ces projections. Hervé, des questions ? Oui, bonjour Jean, bonjour à tous. Il y a de nombreuses questions, donc je ne pense pas qu'on pourra toutes les poser, mais elles seront transmises à nos invités qui pourront y répondre ultérieurement. Donc une première question, est-ce que les TMS couvrent les activités de messagerie et le dernier kilomètre jusqu'aux clients en zone urbaine, et est-ce que la gestion du transport pour le dernier kilomètre présente des spécificités ? Excellente question. Je l'avais réservé, mais vu le temps passé, qui souhaite répondre ? Vous avez travaillé là-dessus, Isabelle, je crois, avec l'Institut du commerce et autres sur des sujets de cette nature. Tout à fait. En prospective. Tout à fait. Il est vrai que le transport dernier kilomètre, sur la livraison urbaine, on va dire, fonctionne pas du tout de la même façon. C'est pas les mêmes acteurs du tout que le transport, ni que la messagerie, ni que le lot complet, voire les demi-lots. Et comment on peut dire, les acteurs qui vont livrer du colis, enfin les chargeurs qui vont livrer du colis, mon sentiment, c'est que sincèrement, ils n'ont pas besoin de mettre en place un TMS chargeur comme ceux qu'on propose, dont la valeur est vraiment de faire de l'analyse fine, aussi bien des coûts que aussi d'optimiser et d'organiser les colis, parce que finalement, tout ce qui va les intéresser pour le dernier kilomètre, c'est de dire, si je prends Chronopost pour aller livrer telle ville depuis tel endroit, eh bien, il faut que je chope la bonne étiquette pour que quand la navette passe, il me ramasse mon colis à l'heure. Et que je respecte mon engagement client, parce qu'on est en e-commerce, et donc il faut que j'ai livré demain matin, donc il faut que ça parte à 16h. On est beaucoup plus dans une logique d'intégrer le pilotage des transporteurs directement au niveau de l'entrepôt, de là où on produit les colis. Et là, on ne va pas s'amuser à passer par un TMS pour faire ça. On va être directement connecté à des plateformes dont c'est le métier. On parlait de ces startups, ou qui sont plus déjà des startups, mais il y a des sociétés qui se sont mises sur ce créneau-là. Comment je crée la relation directe avec les transporteurs dernier kilomètre et que j'offre aux chargeurs la possibilité, en un point de contact, d'aller récupérer et de savoir travailler d'une manière digitale avec ces gens-là. C'est encore pire quand on fait de l'international, voilà, on est FedEx, DHL, là il y a plus en fait on a de flux dans des villes différentes par rapport à des points de départ différents, plus c'est compliqué d'avoir la bonne étiquette, le bon message. Donc, on n'est pas sur le même type d'outil, livraison urbaine mutualisée et durable, c'est pas le même sujet. C'est pas le même sujet. Un complément, oui. Mais non, oui, juste parce qu'effectivement, le boom du e-commerce, on en parle depuis longtemps, mais il y a une accélération qui est absolument phénoménale, quoi. Je veux dire, la pandémie a développé ça de manière vraiment très conséquente. Donc, et nos chargeurs, en fait, de plus en plus, sont en train de basculer en fait d'une
d'une logique en fait B2B à une logique B2C, donc être en capacité en fait de pouvoir aller jusqu'au bout et de maîtriser jusqu'au bout. Donc effectivement, les TMS d'aujourd'hui et les TMS de demain, ou en tout cas l'évolution des TMS, cette brique qui est le dernier kilomètre, elle va être essentielle et elle peut être aussi déterminante dans le choix en fait des futures solutions. On va prendre d'autres questions parce que Hervé nous indiquait qu'il y en avait nombreuses et le temps file vite, mais c'est passionnant. C'est passionnant, le sujet est vaste. Comment allier utilisation d'un TMS et réduction de son empreinte carbone? Je reprends un peu ce que je disais, il y a 3 leviers. Il y a le levier de la consolidation des commandes ou la consolidation des transports. Donc ça, c'est le premier levier, donc qui va nous permettre de faire de la massification et donc de réduire le nombre de transports organisés. Le deuxième levier, c'est les taux de remplissage. Donc là, c'est la simulation des chargements, c'est comment j'arrive à saturer le moyen de transport, que ce soit le conteneur ou le camion. Et puis le troisième levier, c'est la tournée, l'optimisation des kilomètres. Et quand on fait combiner dans un TMS ces 3 entre guillemets briques intelligentes qui vont vraiment ramener de la valeur, on va combiner des kilomètres en moins et donc de la réduction de CO2. Et le TMS permet de mesurer, donc permet de voir son évolution. Exactement. De voir sa progression. Ouais. Exactement. Hervé ? D'une façon générale, vous êtes capable d'apprécier l'économie sur les coûts de transport de vos clients quand ils utilisent vos TMS. Économie sur les frais de transport, économie sur les frais de transport purs et économie sur les coûts indirects. Donc en fait, la question, c'est de savoir, est-ce que vous êtes capable d'apprécier les économies sur les coûts de transport de vos clients quand ils utilisent vos TMS? Grosso modo, aujourd'hui, quand on voit les retours en fait avec nos clients, si on prend les 3 types de gains qu'on peut avoir, on a effectivement un gain sur tout ce qui est organisation et refonte des processus, donc passer en fait d'un manuel à une automatisation, on remet tout à plat. Donc là, on peut avoir des sources de productivité qui sont excessivement fortes, quoi, je veux dire. Ça varie entre 10 et 40%, et pour certains clients, on peut même avoir des 80, des 90%. Mais donc après, ça va être de manière spécifique. Donc ça, c'est la première nature de comment dirais-je, de réduction de coûts. La deuxième, c'est l'IT, puisqu'en fait, la nouvelle génération, en tout cas les nouvelles générations, sont les solutions qui sont SaaS, sur lesquelles en fait l'appropriation est complètement différente. Donc on a des réductions qui sont significatives. Et donc là, on est dans des, toujours vu en fait par le prisme client et non pas par Gartner, mais entre 8 et 15-20%. Et puis le dernier, c'est effectivement les réductions, l'impact directement sur le coût du transport. Fonction du transport routier, fonction du transport maritime, exactement ce sur quoi on va s'atteler. Et donc là, on est sur des proportions qui sont entre 12 à 30-35%. Donc quand on cumule en fait l'ensemble de ces gains, on comprend aujourd'hui la volonté de quasiment tous les clients, PME, moyens ou grands groupes, de véritablement se positionner, parce que le transport était quand même un petit peu le parent pauvre de l'informatisation et de l'automatisation en fait chez les groupes. Avoir dit que la logistique, ce n'était pas que le transport, on a longtemps pensé que ce n'était pas le transport. Exactement, je pense que maintenant il y a une prise de conscience. Ouais. Hervé ? Avant-dernière question peut-être ? Ouais. Est-il faisable et facile de connecter plusieurs TMS ? Quel est le risque d'avoir beaucoup d'interfaces, que ce soit pour le chargeur, mais aussi pour les entrepôts externalisés ou pour les transporteurs ? Je vais essayer de répondre à ça. Alors, avoir plusieurs TMS, s'ils ne font pas la même chose, ce n'est pas des risques, il y a un vrai enjeu, on l'a dit tout à l'heure, gérer le last mile, gérer les messageries, pouvoir récupérer les données de tracking, gérer effectivement en overseas le lien avec les freight forwarders, les douanes, etc. Et l'interface, en fait, il y a 2 sujets. Il y a la partie technique. Et ça s'est quand même grandement amélioré depuis que les boîtes fonctionnent avec des web services, des API. Et effectivement, on est un peu moins contraint par des normes et des standards. On attendait sans cesse qu'elles aboutissent pour pouvoir commencer à essayer de faire quelque chose de pérenne. Là, c'est vrai qu'aujourd'hui, la partie technique, c'est quand même bien décontracté. Enfin, c'est plus facile. Mais le vrai cœur du sujet, et ce qui, nous, en tant qu'éditeurs, à chaque fois qu'on veut connecter un nouveau partenaire à notre TMS, nous coûte le plus de temps, c'est la partie fonctionnelle. C'est qu'est-ce qu'on échange comme information
comment elle va être traitée et du coup, comment on l'échange. C'est pas qu'est-ce qu'on échange, c'est exactement comment on l'échange. Cette donnée, qu'est-ce qu'elle veut dire concrètement dans ta vision à toi de plateforme de tracking et comment je vais l'utiliser, l'interpréter dans ma vision de TMS chargeur. Et là, c'est un vrai enjeu. Un vrai travail. C'est un vrai travail d'analyse, de conception. Et qui peut souvent être sous-évalué dans les projets. Dans les et donc sur lequel il peut y avoir des dérapages. Et donc c'est une chose tout à fait Exactement. importante. Une dernière question, Hervé, avant un point de... Ouais. Est-ce que les TMS ne rentrent pas en concurrence avec les outils tels que les WMS qui ont aujourd'hui des fonctions avancées qu'on trouvait auparavant dans les TMS? On pourrait même, on parle de TMS, les ERP qui ont aussi des fonctions avancées, comment dirais-je, ou alors plus ou moins avancées en fait sur le TMS. Non, je pense que, enfin, à la lumière en fait de ce qui a été dit, chaque outil ou chaque solution en fait a sa place aujourd'hui en fait dans les systèmes IT de nos clients. Alors de temps en temps, par manque de connaissances, on a développé un certain nombre de choses, ils ont développé un certain nombre de choses, où ils font jouer à certaines solutions un rôle qu'ils ne sont pas censés jouer. Je pense qu'il y a toute la partie amont, avant de parler en fait technique, amont, qu'est-ce que veut faire le client, qu'est-ce qu'il a, qu'est-ce qu'il possède, comment il l'utilise, à quelle fin. Et donc ça, c'est une discussion qu'il faut avoir. Beaucoup de nos clients en ont déjà eu. Et puis donc, ils sont dans une phase d'implémentation. Certains se posent des questions. Il faut qu'on arrive à les accompagner le plus en amont possible, de façon à positionner en fait après chacune des briques. Mais chacune des briques a véritablement une fonction, une capacité. Et normalement, c'est ce qu'on arrive à mettre en place quand même assez régulièrement. On fonctionne bien avec l'ensemble du landerneau informatique, solution telle qu'elle soit. Mais vous avez une véritable pratique qui vous permet de dialoguer, de poser les bonnes questions, au cas où ça aurait été omis dans le cadre d'un cahier des charges. Donc voilà. Une vraie phase d'avant-vente, d'analyse du besoin du client pour rédiger nos réponses. Ouais. Ça peut être une bonne forme de conclusion. Il me reste à vous remercier tous les trois pour votre participation. Sans oublier de saluer, je l'ai omis, je vous avais dit que je le ferais tout à l'heure, Thomas Felfeli, lui souhaitait un prompt rétablissement. Peut-être dire deux mots, vous avez pu présenter votre société sur Acteos. Donc Acteos est éditeur et intégrateur de solutions SCM depuis 1987 et propose une solution TMS connue, complète, modulaire et intégrée. Donc dans le verbatim qu'il avait lui-même évoqué dans une enquête ou un livre blanc qui a été publié récemment, il dit quelque chose qu'il aurait pu partager avec nous aujourd'hui. Les enjeux de service et de coûts amènent de plus en plus de distributeurs et d'industriels à renforcer la planification et l'optimisation de leur transport. C'est bien le moteur qui guide tous les projets auxquels nous avons affaire et qui passionnent nos auditeurs. Eh bien, merci à tous. Chers auditeurs de Supply Chain Village, je vous donne rendez-vous pour un prochain mercredi de la Supply Chain. À bientôt.